Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Au sommaire aujourd'hui, grippe, va-t-on tous mourir? Auchan, et vous, l'exil fiscal, vous l'aimez comment? Et Donald Trump, make Wall Street great again? Depuis quelques semaines, l'épidémie de grippe fait rage. Si l'on se fie à la ministre Marisol Touraine, c'est l'état d'urgence grippal. Martial, Madame Touraine, annonce donc la mise en tension des hôpitaux, mais explique en même temps que ceux-ci ne sont pas débordés. Les hôpitaux aujourd'hui sont face à une situation de tension. Ils ne sont en aucun cas débordés. Mais alors, cette épidémie de grippe, elle est grave ou pas? Eh bien, c'est compliqué. On constate en effet une forte augmentation des arrivées aux urgences, environ 4000 par semaine en janvier, suivi de 700 hospitalisations, dont une immense majorité de personnes âgées ou très âgées. Dans les couloirs de cet hôpital, tous les lits sont occupés, essentiellement par des malades de la grippe. La grippe représente environ 15% des appels à SOS médecins et l'Agence nationale de santé publique indique qu'on arrive au plus fort de l'épidémie. Ce qui est moins certain, c'est de savoir si le discours anxiogène de la ministre est bien nécessaire. La plupart des médias reprennent le chiffre de 18 000 décès pour l'épidémie de 2015, alors que l'estimation raisonnable retenue par les autorités sanitaires est d'environ 9 000. Et même alors, le mode de calcul ne permet pas de distinguer la grippe des autres maladies hivernales dans les statistiques. Dès lors, on peut se demander si les discours alarmistes ne sont pas, pour la ministre, un moyen de masquer ses propres responsabilités quant à une saturation des hôpitaux, pour le coup bien réelle, que nous avons déjà évoquée ici. Le taux de patients qui sont hospitalisés à cause de la grippe, il est faible. Le problème, c'est qu'en même temps, les gens continuent à avoir des infarctus du myocarde, continuent à avoir des accidents vasculaires cérébraux, continuent à se casser la jambe, et qu'on a le petit plus. Et c'est tout le problème, c'est que cette goutte fait déborder le vase. On est en permanence sur le fil du rasoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on met les caméras sur les patients qui attendent dans les couloirs, mais dans la plupart des hôpitaux, des patients qui attendent sur un brancard, il n'y en a peut-être pas 10, il n'y en a peut-être pas 20 comme c'est le cas aujourd'hui, mais il y en a quasiment tous les jours. Car si les politiques ne cessent depuis des années de supprimer des postes et des lits dans les hôpitaux, dégradant ainsi notre système de santé, c'est bien le système de financement des 10 hôpitaux qui est au cœur du problème. Un système qui alloue des financements en fonction de l'activité, incitant donc les directions à rechercher la rentabilité en privilégiant certains soins et à surcharger les médecins, infirmières, internes ou aides-soignants. Nous contactons l'un des médecins du service urologie de l'hôpital de Limoges. Effectivement, il y a une pression qui s'est exercée sur l'activité de l'hôpital du fait de la tarification à l'activité. On a tout à fait conscience maintenant qu'on travaille non plus au service du malade, mais au service de l'administration et pour rentabiliser l'hôpital. Pour un hôpital, il s'agit alors de faire le plus d'actes possible avec le moins de personnel possible. Je ne peux pas vous dire non, elle savait qu'il y a des gens qui peuvent être opérés alors qu'ils pourraient très bien ne pas l'avoir été. C'est indéniable. Cette logique caricature de ce qui se fait dans le secteur privé provoque un fonctionnement à flux tendu des hôpitaux. Le nombre de lits disponibles varie selon les congés et de plus en plus selon les arrêts maladie et les accidents de travail des soignants afin de ne pas embaucher de remplaçants. Et dès qu'un pic d'activité survient du fait d'un gros accident local ou d'une épidémie pourtant connue comme la grippe, il faut sortir des moyens exceptionnels, appeler des extras et mettre le personnel encore plus sous pression. Le médecin des urgences passe beaucoup de temps au téléphone pour chercher des lits, pour ses patients. Or, le temps qu'il consacre à chercher un lit pour le patient, c'est du temps qu'il ne consacre pas à un autre patient. Et là, on est dans une espèce de spirale infernale parce qu'on consacre encore plus de temps à chercher des lits en ce moment, alors qu'on a encore plus besoin d'être auprès des patients. Donc c'est un cercle vicieux. Résultat de cette politique, les hôpitaux peinent de plus en plus à soigner correctement leurs patients. En Grande-Bretagne, où cette politique comptable a fait bien plus de ravages qu'en France, les hôpitaux publics ont dû demander de l'aide à la Croix-Rouge pour gérer l'afflux de patients. Au Royaume-Uni, indépendamment de la grippe, la situation des hôpitaux est alarmante. Une vingtaine se sont déclarés en état d'alerte maximale tant ils sont débordés. La grippe n'y est pourtant pas pire qu'en France, mais la situation des hôpitaux bien plus dégradée. Quand le système de soins a de la fièvre, c'est tout le pays qui frissonne. Le parquet de Lille a ouvert une enquête préliminaire suite à la plainte déposée par une caissière d'Auchan contre l'enseigne pour non-assistance à personne en danger. En novembre dernier, alors qu'elle travaillait au Auchan City de Tourcoing, elle avait été victime d'une hémorragie massive assise derrière sa caisse. Elle avait alors demandé à plusieurs reprises de pouvoir prendre une pause toilette, mais en vain. Hospitalisée, elle a finalement été victime d'une fausse couche. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point on infantilise les gens en leur disant « tu ne te lèveras pas, tu n'as pas le droit de te lever », mais on est où ?
On est où quand une femme, elle est en train de faire une fausse couche, elle sait elle-même qu'il faut qu'elle s'en aille parce qu'elle a mal, et on lui dit non, c'est la règle, tu n'as pas le droit. Suite à ce drame, sa hiérarchie a réagi en lui reprochant d'avoir, le jour de l'accident, quitté son poste avant l'heure. Cet événement tragique n'est cependant pas un fait isolé. En effet, c'est dans ce même magasin d'Auchan qu'une caissière avait été licenciée pour une erreur de 85 centimes d'euros avant d'être finalement réintégrée, notamment suite à la mobilisation aussi bien syndicale que sur les réseaux sociaux. Mais s'attaquer à Auchan quand on est une simple caissière paraît bien difficile, car derrière l'enseigne Auchan se trouve la richissime famille Mullier, l'une des plus grandes fortunes de France. Les Mullier, c'est un peu l'exemple caricatural d'une véritable dynastie de 600 actionnaires, plus ou moins cousins, réunis dans l'association familiale Mullier. Voici les 600 actionnaires de Decathlon, Leroy Merlin, Auchan et les autres, en pleine préparation pour la photo de famille. Nous comptons au moins 6 milliardaires et pas mal de millionnaires. Vous avez devant vous la plus grosse fortune familiale de France, 38 milliards d'euros. Si Auchan est l'entreprise phare des Mullier, cet empire familial comprend aussi Decathlon, Leroy Merlin, Cultura, Saint-Maclou, Kiabi, Jules, Flunch, Boulanger et bien d'autres. En fait, selon l'endroit où l'on habite, il peut s'avérer assez difficile de faire ses courses sans entrer dans un magasin de cette famille. On estime ainsi que 10% des dépenses quotidiennes des Français atterrissent dans les enseignes qu'ils détiennent. Les entreprises de la galaxie Mullier emploient 500 000 salariés dans le monde et représentent un chiffre d'affaires total de 80 milliards d'euros par an, dont les 2/3 réalisés par Auchan. S'organiser en famille, pourquoi pas? Le problème, c'est que le clan Mullier n'est pas seulement spécialiste de la distribution, mais aussi de l'optimisation fiscale. L'art, avec l'aide d'avocats grassement payés, de trouver des niches fiscales pour ne pas payer d'impôts. Ainsi, l'émission Spéciale Investigation avait révélé que Patrick Mullier, le fondateur de Kiabi, n'avait payé que 135 € d'impôts en 2013 en Belgique, sur un revenu total d'1 milliard d'euros. Sur 1,68 milliard d'actifs, vous avez payé en 2013, 135 € d'impôts. Quand je réponds à mes copains, pourquoi t'es parti en Belgique, je dis je paye des impôts bien plus que d'autres, parce que j'ai provoqué du paiement d'impôts par un succès commercial. Oui, mais aujourd'hui, monsieur... Ce qui compte, c'est d'investir et de recréer des emplois et de faire en sorte que les gens soient heureux, c'est tout. Oui, mais vous êtes en Belgique et vous ne payez pas d'impôts. Non, c'est une mauvaise interprétation, j'ai pas envie d'en parler. Mais pourquoi? Parce que ça n'intéresse personne. Les Mullier ont créé un énorme mécano juridique. Ça marche pour Auchan, comme pour les autres enseignes. Retenez que grâce à ce mécano très complexe mais parfaitement légal, les sociétés familiales Mullier ne paient pas 35% d'impôts sur les dividendes, mais beaucoup moins. Et tout en haut, ils payent combien d'impôts? 1%. Donc on est sur 1% d'imposition globale du système. Gonzague Mullier, le patron de Saint-Maclou, s'est quant à lui vanté de ne jamais avoir rempli de déclaration d'impôt de sa vie. Le fondateur de Saint-Maclou vit à Néchin, en Belgique, où il ne paye pas d'impôt sur la fortune. Ici, nous sommes en Belgique et vous payez quasiment pas d'impôts. Écoutez, moi, j'ai jamais été de ma vie un grand fiscaliste. Ça va faire jaser, mais tant pis. J'ai jamais fait une déclaration d'impôt de ma vie. Je suis incapable de le faire. Parce que ça m'énerve, il y a 40 lignes à remplir, il faut aller chercher tel document ailleurs. Donc j'ai un peu de misère à répondre à votre question. Fonctionner en vase clos pour protéger leurs intérêts est la ligne directrice que suivent avec constance les Mullier, au point de se croire tout permis. Mais il arrive que la réalité se charge de rappeler qu'on ne peut pas toujours rester au-dessus des lois. Suite à un contentieux en son sein, le clan Mullier se trouve maintenant au cœur d'une vaste enquête pour fraude fiscale. Sur demande de la justice française, des enquêteurs belges ont perquisitionné mardi le domicile de Patrick Mullier, une cible qui n'étonne qu'à moitié Bertrand Gobin. Patrick Mullier est connu dans la famille Mullier pour des montages juridico-patrimoniaux parmi les plus complexes. Derrière l'image d'entrepreneur né de la famille Mullier se cache la réalité d'un petit monde fonctionnant en vase clos au détriment des contribuables qui se trouvent par ailleurs être leurs clients et au détriment de leurs employés. Un fonctionnement inacceptable auquel il serait peut-être temps pour les politiques comme pour la justice de s'attaquer en profondeur. Et tout de suite, notre séquence, le reste de l'actualité en 1 minute 38 à peu près.
Selon un rapport sur les inégalités publié par l'ONG Oxfam, la fortune des 8 milliardaires les plus riches équivaut à celle de la moitié des habitants de la planète, soit 3,6 milliards de personnes. Une réalité difficile à appréhender tant la disproportion est énorme. L'ONG conclut son rapport par ces mots: il est temps de mettre l'économie au service des 99%, pas mieux. Plus de 50 des salariés ayant quitté iTélé lancent en commun leurs médias sur les réseaux sociaux. Explicite, on s'en souvient, le conflit de la rédaction avec leur actionnaire Vincent Bolloré avait conduit à une grève de plus d'un mois, inédite en France dans la presse, signe parmi d'autres d'un malaise grandissant dans un secteur désormais sous la coupe presque exclusive d'une poignée d'oligarques. On leur souhaite bonne chance dans cette aventure collective et d'avoir toujours à cœur leur indépendance éditoriale et financière. Le parquet financier a perquisitionné Augustin de Romanet, ancien président de la Caisse des dépôts et actuel président des aéroports de Paris, et d'Alain Bauer, expert multicarte et proche de Manuel Valls et Nicolas Sarkozy. En cause, entre autres, détournement de fonds publics, des mémos commandés pour la Caisse des dépôts par le premier au second, pour un montant de 200 000 €. La police a aussi découvert chez Alain Bauer une note particulièrement détaillée sur l'avancement de l'enquête dont il est l'objet. Délinquance en col blanc et porte dérobée sur la justice, Alain Bauer nous montre qu'on peut beaucoup se permettre quand on sait cultiver ses réseaux. Et enfin, suite du Brexit, Theresa May, Premier ministre britannique, prête à quitter l'Union européenne, mais surtout inquiète de permettre aux financiers de son pays de bénéficier de tous les avantages que leur offrait l'UE jusqu'ici. Sa dernière trouvaille menaçait l'Europe de transformer son pays en paradis fiscal. Les Britanniques, qui ont tourné le dos à l'Europe pour des raisons sociales, seront ravis d'apprendre que leur ministre a plus à cœur les intérêts de la finance que les leurs. C'est ce vendredi 20 janvier que Donald Trump sera officiellement investi président des États-Unis. Une prise de fonction à la tête de la première puissance mondiale qui aura rarement suscité autant de clivages. Et la controverse attire les foules. Les manifestations anti-Trump se multiplient partout dans le pays, autant que les réunions politiques où le candidat fait salle comble. Trump séduit, il électrise ceux qui se sentent lésés par la mondialisation, ceux qui souffrent du chômage et de la pauvreté. C'est que les dernières déclarations de Donald Trump semblent confirmer une volonté de réorienter profondément la politique américaine, tant sur ses aspects intérieurs qu'internationaux, face à la doxa, jusqu'ici dominante au sein de l'appareil d'État américain, qu'une partie importante de la population rend responsable, et non sans raison, de la crise économique, de la dégradation des conditions de vie et d'une situation internationale totalement chaotique. Donald Trump n'hésite pas dans ses discours à remettre en cause un libre-échange érigé en dogme ayant grandement contribué à l'appauvrissement de nombreux Américains. À cela s'ajoute une volonté de rapprochement avec la Russie et des déclarations critiquant les orientations de l'Union européenne et notamment en matière économique. Le président élu des États-Unis ne retient pas ses coups. Première dans le viseur, Angela Merkel et sa politique d'accueil des réfugiés. Elle a fait une erreur catastrophique. Le futur président ajoute que d'autres pays ne tarderont pas à quitter l'Union, puis il critique l'OTAN, l'Alliance Atlantique. If Putin likes Donald Trump, guess what, folks? That's called an asset, not a liability. Now, I don't know that I'm going to get along with Vladimir Putin. I hope I... Des positionnements annonçant une nouvelle organisation du monde et provoquant des réactions parfois caricaturales de ceux qui étaient jusqu'ici aux commandes et dont l'échec à améliorer la vie des gens a entraîné le rejet. La palme du ridicule revenant sans doute à Manuel Valls prophétisant la fin du monde en cas d'alliance entre Trump et Poutine. Give me a break. Mais si la vision du monde énoncée par Trump tranche avec celle des tenants de l'idéologie jusqu'ici dominante, il est pour l'instant difficile de savoir si l'ordre à venir ira dans le sens des gens ordinaires ou ne fera que consacrer une nouvelle caste dirigeante, tout autant coupée des réalités que celle qui perd aujourd'hui son leadership sur le monde. Actuellement, Trump entretient le doute. Si son discours sur l'emploi et les relocalisations et la mise en scène de son bras de fer avec les compagnies automobiles américaines peuvent séduire, les faits semblent plutôt montrer un président utilisant les cadeaux fiscaux aux dirigeants des grandes firmes et l'alignement des conditions de travail sur les pays concurrents, soit les recettes traditionnelles de l'ancienne caste, qu'un président défenseur des travailleurs américains. Les annonces portant sur son nouveau gouvernement ne semblent pas non plus rompre véritablement avec le système, puisque plusieurs personnalités de la banque d'affaires Goldman Sachs, à l'origine de la crise de 2008, sont d'ores et déjà retenues, notamment le numéro 2 actuel de la banque.
Enfin, ces déclarations concernant le système de santé font craindre une remise en cause de l'assurance maladie universelle, alors qu'un projet d'abrogation de l'Obamacare est en préparation au Sénat, dominé par l'appareil du Parti républicain. On verrait alors entre 20 et 30 millions d'Américains privés d'assurance maladie à prix encadré, une décision qui fragiliserait, voire mettrait en danger, une partie considérable de l'électorat populaire. En tant que non-américains, nous ne pouvons donc qu'observer la politique du nouveau gouvernement et juger de sa pertinence sur les actes et pas sur les discours. Trump sera-t-il le défenseur des petites gens ou celui de milieux d'affaires qui semble voir sa nomination d'un bon œil ? Au-delà des espoirs ou des craintes, il est sans doute trop tôt pour le dire, tant les premiers signes envoyés par le nouveau président semblent contradictoires. En cela, la période qui s'amorce sera riche en enseignements, avec comme boussole la réalité vécue par les citoyens ordinaires et non la vision idéologique d'un tel ou un tel. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la page et à partager cette vidéo autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via notre page Tipeee. La semaine prochaine, vous retrouverez Laëlia pour un nouveau numéro du Fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine.